Así, tostado, como de tostado. Bueno, muchísimas gracias por este. Et c'est un honneur pour moi. J'espère qu'on ne sera pas coupé par une mauvaise diffusion. ¿Cómo surge tu vocación por la composición, tu necesidad de comunicar en la creatividad? J'ai grandi dans la chorale de mon père. Mon père a dirigé pendant 50 ans une chorale, on dit en français paroissiale, donc une chorale d'église, pendant 50 années, sans jamais être absent, que ce soit à la messe du dimanche ou aux répétitions en semaine. Et ça a été pour moi un exemple, mais j'ai commencé aussi, ça a été une pratique, parce que j'ai commencé très très jeune à chanter dans sa chorale. Et puis après, j'ai quitté aussi très jeune sa chorale pour chanter dans des chœurs de conservatoire et pour participer à des projets sur des musiques profanes. Alors, il y a du coup en moi une vocation qui est arrivée très jeune, très fortement, et qui fait que depuis toujours, je considère que la musique, c'est un véhicule pour aller vers quelque chose au-delà. Au-delà de la musique, il y a une forme d'humanité qu'on recherche et il y a une spiritualité que je décris de manière plutôt horizontale. Je ne veux pas entrer trop dans des questions de foi, mais simplement c'est un lien entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient, au-delà des âges, des cultures, des langues. Il y a un lien entre nous et le chant choral permet toujours de travailler autour de ce lien. Bueno, tenemos muchas cosas en común. Aquí también mi papá fue quien crea el coro universitario y desde chiquitos hemos cantado en coro. Mis hijos actualmente cantan en coro también. Y creo que también en este tema de la comunicación que tiene que ver la música, es como una vocación a comunicar algo. Y en ese comunicar, los intérpretes tenemos quizás algo pequeño de compositor en el sentido de necesitar encontrar qué es lo que nos representa. Nosotros no escribimos, pero nos gusta sentirnos representados por los compositores que hacemos. Entonces, creo que la creatividad del intérprete está en la búsqueda del repertorio. ¿Cuál es el repertorio que quiere poner en el coro? Porque primero es el coro el que debe apasionarse por ese repertorio y después el público. Entonces creo que, bueno, también los intérpretes en la elección que hacemos, ponemos nuestra creatividad en la interpretación que hacemos, ponemos nuestra creatividad y nos encontramos muchísimo con los compositores en la música al ver lo que pensó, intentando saber, ay, esto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Qué interesante. Y nos imaginamos cosas que quizás los compositores no imaginaron. Y ahí es donde viene toda esta riqueza de la música, el compositor, el intérprete y la comunicación con el público. Queremos entrar de lleno en la parrilla éphémère, la unión enorme que tiene con los textos, empezar a profundizar dentro de la obra. Merci, parce que c'est des questions fortes pour moi. Mais d'abord, la musique pour moi commence par un élan pour une parole. Alors, c'est mon mode de travail que j'assume. Et ça commence aussi donc par une lecture intérieure, ce qui est assez paradoxal parce que quand je lis un poème pour la première fois, peut-être vous en avez fait l'expérience, mais c'est comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de nous. Il parlait ce poème qui est sous nos yeux pour la première fois. Et ensuite, cette voix peut devenir un chant, bien sûr, mais moi je crois que
la poésie vit toute seule de toute façon. Donc mon premier objet, c'est surtout de respecter la poésie et de laisser venir quelque chose qui pourrait se déposer à côté de la poésie, mais surtout sans la masquer, comme on met un masque là en ce moment. Il ne faut pas masquer la poésie, il faut qu'elle reste euh, telle qu'elle. Ces poèmes-là, ils n'étaient pas ensemble au départ, ou pas complètement ensemble. En général, je fabrique une suite de poèmes qui viennent de différents recueils, parfois du même poète, parfois de plusieurs poètes différents, et je fabrique une histoire. Alors l'histoire que j'ai souhaité fabriquer avec la parure éphémère, c'est quelque chose qui s'apparente à la traversée de la mort et qui est à la fois un propos profane avec la métaphore choisie par Yves Bonnefoy, qui est celle de la neige, et en même temps un souvenir de quelque chose de sacré, parce que quand il décrit cette sculpture qui s'appelle une Vierge de miséricorde, ou qui peut être un tableau, et dans l'histoire de l'art, ce serait apparu vers le XIIIe siècle, et puis c'est un thème qui ensuite se serait beaucoup développé parce que les souffrances sont tellement nombreuses dans l'humanité et surtout justement dans ces périodes de pandémie où il a été possible à certaines époques, notamment pour la peste, de représenter l'humanité souffrant de la pandémie et allant se réfugier dans le manteau de la Vierge Marie. Donc cette femme qui prend sous son aile l'humanité entière et qui la protège de tous les maux de tout le mal qui déferle sur la terre. Cette image me touche beaucoup et je crois qu'elle est ici très bien exprimée par Yves Bonnefoy, parce que on n'est pas dans quelque chose de religieux et en même temps, les quelques mots qu'il emploie, Madone, miséricorde, rappellent quelque chose qui est comme un bagage culturel qui nous précède. C'est pour ça que j'ai créé Madone de miséricorde à ma fille Jeanne, comme pour qu'elle soit protégée elle aussi. Et finalement, cette traversée de la mort, dans mon esprit, elle est aussi très imprégnée de tout ce qui concerne la naissance, d'autant que c'était mon premier enfant. Donc c'est un choc. Je crois que c'est la pièce numéro 2, avec ce texte très très beau d'Yves Bonnefoy, qui parle du flocon de neige qui se pose sur la main, dont on sait qu'il va fondre tout de suite. Et Yves Bonnefoy prend cette image pour nous raconter à quel point notre vie est fragile et fugitive, éphémère. Et ça, cette comparaison, elle peut être banale quand je la dis moi comme ça, mais dans le poème en français, à ce flocon qui sur ma main se pose, euh, on ressent quelque chose, il y a une sensation qui apparaît tout de suite. Et donc ce passage, pour moi, est important pour ne pas arriver trop facilement ou trop vite à la Madone. C'est comme si on devait cheminer un petit peu dans la tempête ou effectivement dans la brume avant d'avoir droit à cette image consolatrice. C'est une sorte de canon, mais à chaque fois que le thème apparaît, d'abord, c'est un petit thème descendant avec lequel j'essaye de suggérer la tombée de la neige. Elle ne monte pas vers le ciel, elle descend des nuages. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a une nouvelle voix qui entre, si vous regardez vraiment de près, le thème a déjà changé. On ne revient jamais au thème qui a été donné par la première voix. Les intervalles changent à chaque fois un tout petit peu. Et donc, on est un petit peu comme dans un temps en spirale. Dans le temps, on ne retrouve jamais exactement les mêmes situations.
et on vieillit les uns et les autres, et les paysages se transforment, nos souvenirs eux-mêmes se transforment aussi. Alors on n'est pas dans un temps cyclique, même si on sait que le printemps reviendra ou que demain le jour se lèvera quand même, mais au fond on est dans un temps en spirale, donc on passe près d'un point qui est le même qu'hier ou qu'il y a 10 ans, 20 ans, et en même temps les choses ont changé même un tout petit peu d'une seconde à l'autre, d'un instant à l'autre, ça a déjà un tout petit peu changé. Et ça, c'était dans le texte, donc je fais tout ce que je peux pour que ce soit aussi dans la musique comme un objet, comme une espèce de sculpture qui se transforme. Mon image aussi par rapport au topos, par rapport au lieu où on se trouve, d'un point de vue topographique, était plus celle de la montagne. Donc la Madone aurait été une sculpture qui aurait été comme ça à un croisement, et on serait comme un peuple en train de gravir une montagne enneigée. Et comme certains alpinistes peuvent en faire l'expérience, à un moment donné, on sort du nuage. On a pris de la hauteur, on sort du nuage, et là, on voit avec beaucoup de clarté. Les derniers mots d'Yves Bonnefoy, quand il dit tu vas le cœur battant dans la grande neige. Et donc, tout n'est pas terminé, et on imagine ce cheminement qui continue. Et cette fin et du coup, le poème est sur un chemin dont il ne décrit pas la fin. Ça, c'est très beau aussi. Agradecerte no solo por esto, es por estar acá con nosotros, agradecerte por la composición, porque los intérpretes y todos los que cantamos dependemos de eso directamente, somos lo que ustedes también componen, siempre dentro nuestro, los intérpretes, hay un enorme agradecimiento a los compositores por permitirnos hacer esa música. Y bueno, agradecerte este encuentro y que hayamos podido charlar de esta maravillosa obra. Merci. Je suis extrêmement touché, et vraiment, je souhaite qu'on reste en contact et que vous me disiez comment vous continuez à travailler. Et si on peut prolonger cette collaboration, j'en serais extrêmement heureux et très honoré. Ben, Oui. merci infiniment. C'était un merveilleux moment passé avec vous. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage pour cette traversée. C'est un peu la tempête en ce moment, mais on va la traverser. On va passer tout ça. Bon courage.